Merci beaucoup aux intervenants d'abord et puis au public. C'était vraiment une belle soirée. Moi, je vais faire une conclusion un peu, un éclairage philosophique comme j'en ai l'habitude maintenant, et essayer d'abord de définir l'hospitalité, souvent définie comme, disons, une qualité, un lieu, une personne, euh, disposée à accueillir, ou la qualité d'un lieu, plutôt la qualité d'une personne, disposée à accueillir une personne étrangère, un groupe de personnes étrangères, mais aussi des questions, des idées, comme l'a dit tout à l'heure Emmanuel. Alors je pense que cette définition, bien sûr, est vraie, mais elle est partiellement vraie, parce que on passe notre vie à accueillir, dans notre perception, par exemple, des visages étrangers. On passe notre vie à voir des lieux qu'on n'avait jamais vus, à manger des corps étrangers, à accueillir chez nous des étrangers, hein, parfois des plombiers ou des voisins. Pour autant, dans toutes ces situations de la vie quotidienne, nous ne faisons pas preuve d'hospitalité. Alors l'hospitalité suppose autre chose. Elle ne se définit pas seulement comme l'accueil en soi-même ou chez soi d'un élément étranger. Pour qu'il y ait hospitalité, il faut que cet accueil présente un risque. Un risque, ou on pourrait dire plus généralement un coût, un don de soi vers quelque chose d'extérieur, qui est aussi, bien sûr, une chance, une opportunité de rencontrer l'autre. Autrement dit, pour qu'il y ait hospitalité, il faut que l'autre mette en jeu son existence, lève pour un temps ou pour toujours ses protections contre le monde extérieur. Et donc l'hospitalité désigne donc d'abord, à mon avis, la capacité d'un être ou d'une chose ou d'un lieu à mettre en jeu sa survie, son intégrité, en accueillant en lui-même un étranger. Et on dit bien à cet égard qu'un organisme vivant est l'hôte d'un virus. Alors c'est pas forcément très positif de le dire comme ça, mais c'est pourtant bien ce mot qu'on utilise. Voilà. On peut aussi formuler la même idée d'une autre façon. L'hospitalité revient à accueillir un être qui est radicalement étranger, mais étranger au sens fort. Autrement dit, un être dont on ne connaît pas les intentions à notre égard, dont on ne connaît pas les façons d'être, dont on ne sait pas ce qu'il va nous faire. Alors si je reviens à l'alimentation, nous ne sommes pas hospitaliers quand nous mangeons des plats tout préparés, surgelés par exemple, quand bien même nous aurions déjà goûté ces plats. Nous savons quelle est leur composition, qu'ils présentent peu de risques pour notre intégrité, puisqu'ils ont été produits dans des conditions industrielles, sûres, etc. En revanche, nous sommes hospitaliers quand nous mangeons des plats radicalement étrangers, auxquels notre organisme n'est pas habitué. Alors on peut en dire autant du soin. Un soin hospitalier n'est pas un soin seulement sûr, ce n'est pas un soin seulement de qualité, comme Alain Merkuel l'a rappelé. C'est un soin qui est ouvert à l'étrangeté radicale de l'autre, et c'est bien en cela que consiste, bien sûr, l'hospitalité, dont Monique Ollier notamment, mais aussi Alain Merkuel, ont dit qu'elle tendait à se perdre dans le monde hospitalier, en raison notamment d'une spécialisation du soin. Donc l'hospitalité suppose d'accepter la transgression d'une frontière entre autrui et soi-même. Cela suppose de dépasser la peur de l'autre et non pas d'interposer entre nous et l'autre des dispositifs, des procédures, des gardiens, des vigiles ou des codes ou encore des paiements. Autant d'outils qui nous épargnent la dangerosité de l'autre, soit en effectuant un tri, hein, comme le code. Alors le code, le digicode par exemple, dans un EHPAD, ou les codes culturels, donc dans les deux sens du mot code, soit en plaçant des procédures qui protègent du moindre risque, mais aussi de la moindre opportunité de rencontrer l'autre. Alors, une première implication de cela, c'est que, au plan politique, pour être un tout petit peu plus concret, mais je ne le serai pas tellement quand même, c'est que l'hospitalité suppose l'existence d'une communauté politique. Autrement dit, des personnes qui ont suffisamment en commun pour avoir une vision partagée de l'altérité. Autrement dit, pour avoir les mêmes autres, on pourrait dire. Et dans une société comme la nôtre, et ces points de vue n'engagent bien sûr que moi, avec des positions sociales si éloignées, des gens très riches et des gens très pauvres, des quotidiens si radicalement différents, des origines culturelles aussi très diverses, des mondes sociaux coexistent sans jamais se rencontrer.
Et donc on peut penser qu'il n'y a pas cette communauté politique qui nous autoriserait à considérer l'extérieur comme l'étranger, puisque à bien des égards nous sommes aussi étrangers les uns aux autres. Et donc, s'il doit y avoir un devoir d'hospitalité, il doit s'exercer non seulement à l'égard des ressortissants d'autres pays, notamment bien sûr les réfugiés, mais aussi à l'égard des citoyens d'un même pays. Et il doit s'exercer non pas seulement dans les conditions extrêmes, c'est-à-dire non pas seulement quand les gens sont dans la rue, mais aussi avant, comme le disait Siem Apchi tout à l'heure. Donc affirmer que nous devons faire preuve d'hospitalité spécifiquement à l'égard des réfugiés, par exemple, c'est supposer peut-être une communauté imaginaire, en ignorant que nous sommes aussi étrangers les uns aux autres. Et paradoxalement, c'est peut-être aussi choisir ceux que nous considérons comme les plus étrangers à nous. L'autre implication, et je vais peut-être terminer là-dessus, c'est que s'il y a un devoir d'hospitalité, il incombe autant aux personnes qu'aux groupes sociaux et aux sociétés. Mais, et je reviens au thème de la soirée, l'idée même d'un devoir d'hospitalité, auquel serait couplée l'idée d'un droit pour l'autre d'être accueilli, cette idée d'un devoir d'hospitalité, elle me semble problématique, pour deux raisons donc. D'abord, ce devoir est peut-être insuffisant, puisqu'il donne à l'hospitalité le caractère restreint d'une obligation, ce qui nous conduit à oublier que l'accueil de l'autre est aussi la promesse et l'occasion d'un échange fructueux, autrement dit une tentative pour sortir de soi, la réponse à un désir, comme le disait Gérard Réac dans la vidéo. Et en second lieu, le devoir inconditionnel d'hospitalité vaut peut-être pour les États, pour les institutions publiques, comme cela a été dit, et vaut certainement même pour les États et les institutions publiques, mais ce devoir inconditionnel d'hospitalité peut difficilement être la base d'une éthique personnelle. Il ne faut pas oublier que l'autre n'est pas toujours un ange bienveillant, et qu'à titre personnel, nous sommes parfois fondés à refuser l'hospitalité à l'autre. Si nous mettons des serrures à nos portes, des digicodes à nos immeubles, des gardiens dans nos écoles et dans nos lycées, c'est bien que nous ne considérons pas l'hospitalité comme un devoir universel de la personne, et que nous trouvons aussi des moyens pour refuser l'hospitalité. Et donc, le choix de l'hospitalité n'est raisonnable qu'à condition que le jeu en vaille la chandelle. Je ne vais pas m'amuser, au nom d'une morale de l'hospitalité, à ouvrir toutes les portes de chez moi, à ne jamais rien fermer. En revanche, le roi du Danemark a eu raison en 1942, malgré le danger de son acte, d'arborer l'étoile jaune, affirmant par là son hospitalité à l'égard des Juifs. Donc, il n'y a peut-être pas un devoir inconditionnel d'hospitalité, mais il y a un devoir peut-être inconditionnel de saisir les occasions, les bonnes occasions, à se montrer hospitalier. Alors, au plan politique, comme je l'ai dit, c'est peut-être une toute autre histoire. Pour ce qui concerne l'État et les institutions publiques, l'État se doit d'être hospitalier et d'imposer l'hospitalité sur son territoire. Et ce devoir concerne aussi bien les étrangers, ceux que nous considérons comme les étrangers, mais aussi les citoyens, puisque l'État impose à l'hôpital, au transport public, l'obligation de l'hospitalité et garantit la libre circulation dans tous les lieux publics, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des institutions publiques, mais aussi les boutiques, les banques, la rue. Dans tous les lieux publics, donc, la loi impose, heureusement, un devoir d'hospitalité en garantissant à chacun la liberté de circuler et en formulant l'interdiction de refuser l'hospitalité dans les lieux, comme c'était le cas sous Vichy notamment, interdit aux juifs et aux chiens. Alors on voit clairement apparaître les enjeux éthiques posés par l'hospitalité. Du point de vue de la société civile, l'enjeu sera de maintenir non pas un devoir d'hospitalité, mais la possibilité même de cette hospitalité compromise par la méfiance quotidienne, car de cette possibilité même de l'hospitalité dépend la possibilité d'un dialogue clé de la vie démocratique. L'enjeu sera aussi, pour la société civile, d'éviter la fausse hospitalité, hospitalité de façade,
celle qui utilise les codes culturels plus ou moins explicites pour continuer de séparer les mondes sociaux entre eux, les groupes sociaux entre eux. Pour l'État et plus généralement pour les institutions publiques, notamment pour l'hôpital, l'enjeu sera de maintenir un devoir d'hospitalité, malgré la peur de la menace, hospitalité à l'égard des étrangers, mais aussi hospitalité à l'égard des citoyens. Mais pour qu'il en soit vraiment ainsi, et je terminerai là-dessus, l'État, s'il entend rester démocratique, doit accepter un certain niveau de menace, puisque, comme je disais tout à l'heure, l'hospitalité ne va pas sans un risque. Et comme le soulignait Michael Fossel lors de la nuit des débats ici même, la démocratie doit donc assumer une faiblesse intrinsèque. Ça a été dit aussi par Siam Abchi, c'est-à-dire une incapacité à protéger entièrement les citoyens. Sans quoi, si elle n'assume pas cette faiblesse intrinsèque, elle peut basculer dans la dictature. Et donc, un des devoirs fondamentaux qu'impose la démocratie, c'est de dompter la peur de l'étranger. Voilà, je terminerai là-dessus.